Ok, bienvenue tout le monde sur notre conférence. Une année après, ils comprennent comment développer en React.js. Enfin, une année après, je dirais plutôt 2 ans après. On va vous expliquer notre première fois avec React.js. Donc, tout le monde connaît React.js, j'imagine, sinon vous ne seriez peut-être pas venu ici. En gros, React.js, c'est une librairie qui va vous permettre de générer des composants. Vous allez lui passer des propriétés en entrée, et vous allez pouvoir générer en gros du DOM derrière, grâce à cette librairie. Ça gère aussi un état, ainsi qu'un cycle de vie. Un état, c'est quoi? C'est simplement en gros la valeur de votre composant. Genre sur une tâche, vous allez pouvoir setter ce que vous devez faire, ainsi que si la tâche est accomplie ou non. Et le cycle de vie, ça va vous permettre de, par exemple, le component did mount, qui va aller au moment du chargement du composant, la première fois qu'il va être affiché, il va aller récupérer potentiellement, il va fetcher votre API et il va aller récupérer les informations de la tâche. Donc voilà, un composant React.js là qui est un peu smart. Et nous déjà, on n'aime pas ça. On n'aime pas parce que déjà le state dans un composant, on imagine un arbre de composants et on en a un peu partout ici. Donc là, on imagine une liste de tâches, une liste de to-do. La tâche elle est complétée ou pas, on ne sait pas si on recherche dans l'enfant la tâche ou si on cherche sur la liste pour avoir cette notion de complétude. Du coup, comme on n'aime pas ça et que ça rend compliqué de gérer nos states, on le dégage. Le lifecycle, on n'aime pas trop non plus, parce qu'on trouve que écrire des classes React, c'est pas très lisible et ça rajoute de la complexité. Donc le lifecycle, on le dégage aussi. Et finalement, nos composants React, ils ressemblent tous à ça, une fonction pure qui retourne du DOM. Facile. Donc ok, on va utiliser React simplement pour générer notre DOM. Et finalement, même si vous avez un arbre de composants qui peut être complexe, c'est relativement simple à maintenir. Et en plus de ça, facile à tester, vu que tous nos composants sont purs. Mais en fait, là, on peut se poser la question, notre React, il ne sert qu'à faire des pages statiques. Et pourquoi pas utiliser du PHP, finalement? Pour faire des pages statiques, ça marche très bien. Effectivement. En gros, on va avoir souvent par exemple, sur le cas d'une single page application, on va vouloir faire vivre cette application au sein de votre navigateur. Et donc parfois, on va avoir besoin quand même d'utiliser des cycles de vie. Et pour ça, on va utiliser des HOC. En gros, c'est un pattern de développement qui va être poussé par React. C'est des Higher Order Components qui vont vous permettre de décorer vos composants. Comment ça fonctionne? C'est simplement une fonction qui va prendre en premier paramètre obligatoirement un composant, donc celui que vous allez vouloir décorer. Vous allez pouvoir lui passer des options si vous avez envie. Et en sortie, ça va vous décorer votre composant en lui ajoutant un nouveau comportement. Finalement, vous avez un composant dans un composant. Et là, en gros, je vais un exemple de HOC. C'est le HOC React Loader, qui a été initié par Fabien. D'ailleurs, je vais te laisser en parler. Ouais. Du coup, c'est un HOC qu'on a initié il y a 1 an et demi maintenant, et on développe et on maintient avec Zenica. Et en fait, le but du HOC, là, il est simplifié, mais le but principal, c'est le composant. Là, on a des options. Le composant qu'on décore, qu'on wrapped, il est passé ici en paramètres, en second paramètre. Et ce qu'on fait, c'est que ce composant, on le charge, enfin, au chargement, on va appeler une fonction de chargement. Donc là, on a du lifecycle. Et après, au rendu, si jamais on n'a pas une donnée qui est attendue, on affiche un indicateur de chargement. Donc là, elle est très simplifiée pour la montrer, mais voilà. Et du coup, notre HOC, il fait quoi? Il a géré le lifecycle pour nous. Et notre composant, il reste pur. Et pour gérer l'état de l'application, comment on a fait? On a fait comme à peu près tout le monde qui fait du React. On a mis du Redux. Et Redux, du coup, pour connecter notre application graphique à nos données, on utilise un HOC. Donc le HOC, cette fois, il est donné par une librairie qui s'appelle React Redux. Et dedans, le HOC qui est fourni, c'est bien celui que vous connaissez, c'est le Connect, mais c'est bien un HOC. Et Connect, il nous donne l'accès au state et au dispatch pour récupérer des infos et en propager. En React, si on revient sur la partie graphique, on aura tendance dans un arbre de composants, donc là par exemple une liste de tâches, donc la route c'est bien la liste, à fournir toutes les informations nécessaires en propriété aux enfants. Et du coup le réflexe qu'on va avoir avec Redux pour connecter ça, c'est qu'on va connecter le parent. Et du coup le parent va récupérer la liste par exemple des tâches et propager ça dans tous les enfants, toutes les informations. Et ça c'est pas mal. Le truc, c'est qu'on se dit que finalement, nos composants, notre parent, il va vouloir à chaque fois envoyer toutes les informations, donc il va être vachement lié. Il va y avoir une forte dépendance entre nos enfants et nos parents. Donc notre idée, nous, c'était plutôt en fait d'utiliser ces connecteurs sur chaque composant, ce qui va permettre à chaque composant d'aller chercher ces informations dans le store Redux.
Donc notre parent, finalement, il n'a plus besoin de lui passer son ID à chaque enfant. Donc les enfants sont indépendants et vont pouvoir aller récupérer leurs informations. Donc si on a envie de déplacer ensuite un de nos enfants pour le mettre sous un autre enfant, eh ben, c'est beaucoup plus simple à gérer et beaucoup moins de code à modifier. Mais là, on va voir tout de suite, avec ce pattern où en fait, on connecte chaque sous-composant, qu'il y a un problème. Et le problème, ça va être un problème d'optimisation. On va vous expliquer pourquoi. Déjà, Redux, un petit rappel, c'est ce schéma qu'on voit partout, une vue qui va propager une action, l'action qui va demander à Redux de mettre à jour son état via des réduceurs, l'état qui se met à jour et qui met à jour du coup qui met à jour la vue. Et du coup, derrière, on a le container. Donc le container, ça va bien être là les ronds en blanc qu'on a. Donc c'est le HEC, on a le map state, etc. On imagine là qu'un enfant va dispatch une action, un des enfants. Du coup, les réduceurs Redux vont calculer le nouvel état. Donc ça, c'est très bien. Les containers vont être notifiés du nouvel état. Et là, c'est bien tous les containers qui vont être notifiés. Et après, l'enfant, et seul l'enfant qui doit être modifié et mis à jour, va être mis à jour, pas tous les enfants. Alors attends, parce que là, tu es en train de me dire que tous tes conteneurs, ils vont faire des calculs, même s'ils n'ont pas besoin d'être gérés. Ouais. Enfin, que je m'explique. En gros, dans vos conteneurs, vous allez avoir une fonction qui va s'appeler map-state-to-props, pardon. Et en gros, cette fonction-là, la plupart du temps, vous allez vouloir effectuer un filtre, les trier des informations ou encore les transformer. Et ça, imaginons que ça va prendre 125 millisecondes. C'est un nombre qu'on a pris un peu de façon arbitraire. Et en gros, si à chaque fois vous allez vouloir passer votre souris quelque part, une fois qu'il va y avoir un événement qui va être propagé par l'utilisateur, vous allez déclencher tous vos conteneurs qui vont faire ces calculs-là. Ça, c'est pas top, quoi. Un peu pourri. Mais ce que je te propose, c'est une librairie qui permet de gérer ça, c'est Reselect. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Reselect. Toi, là-bas ? Sur toi. Avec la capuche, là, qui fait la tête. Non plus. Ok. Je fais pas la tête. Donc, en fait, Reselect, déjà, pour l'expliquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qui englobe notre filter, notre sort, notre transform, et on va l'appeler process, pour simplifier nos schémas. Donc, process met 125 millisecondes. Map-state-to-props appelle process, donc ça, c'est ce qu'on a vu avant, il met 125 millisecondes. Et Reselect, il va se mettre entre map-state-to-props et le process. Et la différence, c'est que Reselect, lui, va appeler process pour un sous-ensemble du state donné. Donc là, le sous-ensemble, ça va être la liste des to-do. Donc on voit state.todo. Alors, au premier appel, ce qui se passe, c'est que Reselect va appeler process. Map-state-to-props va bien mettre 125 millisecondes pour un composant donné. Mais Reselect va mémoriser le résultat et du coup le garder en mémoire. Ce qui fait que si on rappelle le container, il va être beaucoup plus rapide parce que Reselect va aller chercher en mémoire les informations. Et du coup, map-state-to-props, donc là on a mis 5 millisecondes, ce qu'il faut voir, ça va être beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus rapide. Et du coup, si on imagine que la sous-ensemble des to-do ici est modifié, bah Reselect, il n'est pas con non plus, il ne va pas prendre ce qu'il a en mémoire, il va rappeler process pour avoir le nouveau calcul. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça nous permet de pouvoir mettre Reselect partout, et Reselect, du coup, optimise notre appli. C'est cool. Ok, ça optimise notre appli. Le seul truc, c'est que encore une nouvelle libre à apprendre. Bon, JS, je sais qu'on a l'habitude, mais c'est un peu long. Le truc aussi, c'est que effectivement, là, ça va alourdir notre code. On va peut-être essayer de le gérer autrement. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Donc, je vais vous montrer ça. En gros, on va essayer de les dégager. On n'utilise plus Reselect. Donc, pour ça, il va falloir qu'on vire en gros les calculs qu'on va faire dans nos conteneurs. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre ces calculs quelque part. Et ces calculs, on va les pré-travailler dans nos réduceurs. Imaginons que toujours dans notre application avec des to-do, on va vouloir les switcher entre écrans. Et en gros, on va définir plusieurs réduceurs. Donc un premier qui va être la liste de nos to-do, la data pure qu'on va récupérer directement quand on aura fetché. Et en fait, on va plutôt la travailler, plutôt qu'à chaque fois à chaque événement dans nos conteneurs, on va plutôt la travailler côté réduceur. Et en gros, lorsqu'on va changer de page ou quand on aura vraiment besoin, on va justement modifier notre store Redux et ajouter faire un second réduceur qui va contenir tous les to-do qui vont être complétés. Donc nos composants, ensuite, ils auront juste à les récupérer par référence directement la liste des to-do qui auront été complétés. Et ça pour chaque écran. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Ok, mais là, on a un problème. Maintenant, toutes nos données, elles sont gérées, elles sont calculées dans nos réduceurs. Ça, c'est cool, ça optimise nos containers. Mais on a un problème, c'est que nos réduceurs, s'ils dépendent l'un de l'autre, on ne peut pas le faire fonctionner. Donc pour illustrer ça, on a pris par exemple un input. Donc là, il y a l'input, et là, on voit qu'il est en read-only. Là, c'est notre state initial où le input est bien en read-only et la valeur, elle est nulle.
Donc c'est ce qu'on affiche là. Et là, on a deux réduceurs. Donc le premier réduceur, c'est la gestion du read-only, et la deuxième, l'input. Et en fait, avec Redux, le state qui est passé en paramètre du réduceur pour calculer le suivant, c'est une sous-partie du state global. Donc par exemple, read-only, il va avoir que read-only, et input ne va avoir que input. Ce qui fait que là, un input en read-only, si on appelle directement l'input réduceur pour faire une action, eh ben, on va pouvoir modifier l'action et pas contrôler que le read-only il est effectif ou pas dans le réduceur. Du coup, on a un problème. Ça, on pouvait le faire dans les containers, on ne peut plus le faire dans les réduceurs. Donc nous, ce qu'on voit souvent dans les stacks, c'est qu'on va utiliser ReduxSync. Donc ReduxSync qui nous permet d'accéder au state global et du coup faire ces contrôles-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ReduxSync, là où en Redux on a une action, par exemple c'est setToDo qui va générer une action de type objet, donc ça c'est classique. Avec ReduxSync, on va pouvoir faire une action qui retourne une fonction. Le middleware ReduxSync, du coup, il capte, il dit si c'est une fonction, alors je l'appelle en fournissant le dispatch de Redux et le getState. Et là, ce qu'on va faire dans le code de cette fonction, du coup, c'est qu'on va appeler le read-only et en fonction du read-only, dispatcher la vraie action de type objet que Redux va comprendre. Avec le code, ça donne ça, du coup, notre input, le setInput retourne une fonction qui prend deux paramètres, le dispatch et le getState. On récupère la valeur read-only, donc là, state.read-only. Et si c'est en read-only, on ne fait rien. Sinon, on dispatche une action de type objet. Donc voilà, ça c'est ce qui nous permet de faire nos réducteurs dépendants. Et là, on est embêté, nous, parce qu'on aime bien le standard. Et quand on développe une appli ici, ce qu'on va se dire, c'est que des fois, on va avoir du code métier dans nos réducteurs, et des fois, on va avoir du code métier dans nos actions. Et du coup, on ne sait plus où chercher nos informations et où maintenir notre appli. Donc nous, le parti pris qu'on a pris, c'est de tout mettre dans action. Et du coup, nos réducteurs ne font plus grand-chose. Effectivement, ils font plus grand-chose, mais par contre, on va devoir en gérer un certain nombre. Comme vous voyez tout à l'heure, en gros, nos conteneurs, ils vont aller appeler directement l'information par référence et on va devoir les gérer sur chaque écran. Donc, je ne sais pas si vous avez tous développé des réducteurs, ça peut vite se retrouver un peu relou à développer. C'est souvent des CRUD basiques, et donc c'est galère à tester et en plus, ça prend pas mal de place dans vos bundles. Donc nous, on a réfléchi à tout ça et on s'est dit, on n'a qu'à sortir une factory. On a développé une lib qui s'appelle KRedux Factory, qui va vous permettre en fait de générer des réducteurs à la volée. En gros, une factory, c'est quoi? C'est un ensemble d'un réduceur avec des actions et des sélecteurs. En action, on a développé quelques-unes, dont un ajout, une mise à jour ou encore une suppression. Et au niveau des sélecteurs, on en a plusieurs aussi qui vous permettent de récupérer les informations aussi directement par référence. Un get pour récupérer en fonction d'un ID, une liste de toutes les clés que vous avez voulu mettre dedans, ainsi qu'un tableau avec toutes vos informations. On a fait un premier réducteur qu'on a appelé KeyValue, qui va vous permettre en fait, qui est simplement un objet de clé-valeur pour accéder facilement à vos données. Et on s'est dit que ça serait quand même un peu plus simple d'avoir, lorsqu'on veut stocker simplement une information, donc genre un objet complexe ou un string ou un booléen. Du coup, on a créé un nouveau qui s'appelle Simple Object et ils vont partager effectivement leurs actions et leurs sélecteurs. Si je voudrais imager ça, en gros, dans une liste de to-do, on va utiliser plutôt un key-value pour pouvoir récupérer la liste des to-do. Et par exemple, pour le to-do qu'on est en train d'éditer, là-dessus, on utilisera peut-être plus un simple object. Si je veux vous montrer ça maintenant, en gros, dans l'application, vous allez avoir un réduceur to-do. Et celui-ci, il va avoir la liste des clés. Donc ça, c'est ce qu'on utiliserait, par exemple, c'est un sélecteur, le getKeys, on va pouvoir récupérer simplement la liste des enfants par les ID. Donc on récupère ça facilement. Donc notre conteneur, ils vont plus faire vraiment de calcul, ils récupèrent ça directement. Et par contre, nos to-do, unitairement, en fonction de leur ID qu'on leur a passé en paramètres, ils vont pouvoir récupérer toutes les informations dont ils ont besoin. Donc là, on a parlé de KRedux Factory. On a des réducteurs qui sont générés automatiquement, c'est plus nous qui les écrivons. Et du coup, ça nous permet d'avoir un pattern qu'on adore, c'est avoir un Redux pour tous les gouverner. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que notre Redux, on l'utilise pour stocker nos datas qui viennent de nos API, ça c'est plutôt classique, et on l'utilise pour stocker aussi les datas qui viennent de notre interface graphique. Donc ça, on le fait un petit peu souvent dans les applications, mais nous, ce qu'on pousse et ce qu'on fait sur les applications qu'on a développées avec Guillaume depuis 2 ans, c'est de tout mettre dans Redux. Donc même un panel qui se ferme, qui se rétracte, se ferme et s'ouvre, le booléen qui gère ça, on le met aussi dans Redux. Et on va aussi mettre tout ce qui est config.
Voilà. Et du coup, en fait, tout mettre dans Redux, ça nous permet, nous, d'être serein et de se dire, s'il y a un bug en recette ou en prod, on n'a qu'à serialiser le store complet Redux, le récupérer. Et quand on le recharge dans notre côté dev, quand on le recharge sur notre environnement de dev, pardon, et ben on a vraiment l'état complet aux composants prêts, ouverts ou pas, au moment du bug. Le problème de tout ça, c'est que le store il commence à avoir beaucoup de choses et il faut l'organiser un petit peu. Donc nous, pour l'organiser, on a fait relativement simple. C'est que les 3 branches qu'on a vues qui allaient dans Redux, on les a divisées comme ça dans notre store. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir state.config, avec en exemple là, on a mis par exemple les clés d'API Google. On a mis aussi dans config, state.config.api, on a mis les URL de nos données. Et dans data, on a mis les données brutes qui ont été refetchées. Donc là, dans data, par exemple, le to-do, comme on l'a dit, c'est une key value. Donc ça, c'est généré par KRedux Factory. Et dans UI, on va avoir, par exemple, la liste des to-do complétés, où là, c'est un KRedux Factory, mais de type Simple Object. On va avoir le new to-do qui est de type chaîne de caractères. Et là, c'est bien de côté UI. Et voilà. C'était pas mal. Ouais. C'était plutôt cool. En vrai, ok. Là, en gros, on a récupéré, on utilise Redux 5, c'est plutôt cool. J'imagine que tout le monde ici a déjà utilisé. Le problème, c'est que c'est pas vraiment standard. Attends, ça mange. D'accord ? Hop, je crois qu'on s'est mélangé. Du coup, l'interface graphique, pour dire la fin. L'interface graphique, il y a un arbre de composants. Ce qui est important dans ce qu'on a dit avant, c'est qu'on a bien un container par composant. On n'en fait pas un container pour n composants. Pour optimiser ça et pour avoir l'application, pour avoir le state de l'application, on utilise Redux. Et pour mettre à jour nos vues qui sont dans Redux préprocessées, pour ne pas faire les calculs dans les containers, on utilise Redux 5. Et pour gérer les réduceurs, vu qu'on en a beaucoup maintenant, parce qu'on fait tous les calculs côté réduceur, on stocke tout. En fait, au lieu de le stocker avec reselect, on le stocke dans Redux. Et on utilise KRedux Factory. Et pour finir, ce qu'on vient de voir, c'est que Redux, on stocke toute la donnée dedans. On ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est vraiment la fin ? Ouais, voilà. En gros, donc je vais me répéter, mais Redux 5 c'est cool. On l'a utilisé pendant quelques temps. Le souci, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de standard. Parfois, en gros, dans les actions, on allait dispatcher une action, un objet ou une fonction. Pour nous, en fait, ça correspondait pas trop. Et en gros, on s'est dit, on pourrait peut-être essayer de trouver autre chose. Et là-dessus, on a réfléchi à Redux Saga. Redux Saga, en fait, c'est un middleware qui va se placer finalement entre vos composants et votre Redux, donc de la même façon que Redux 5. Il va catcher en fait toutes les actions utilisateurs. Ces actions utilisateurs-là, on va les appeler maintenant des intentions, qui vont plutôt être, on l'a piqué ça à CycleJS, qui en gros on récupère les informations de l'utilisateur et ensuite on va vouloir les transformer. Donc ces transformations-là, on va les faire au sein de nos sagas, donc tous nos calculs, de la même façon que Redux 5 aussi. Mais par contre, ensuite, on va transformer ces actions, on va les dispatcher ensuite à Redux à travers d'un opérateur qui s'appelle put. Et on va pouvoir avoir accès à la totalité du store Redux grâce à un autre opérateur qui s'appelle select. Ensuite, on peut aussi, de la même façon que Redux 5, mais là, on va pouvoir déléguer nos appels directement. Donc ça sera beaucoup plus simple aussi à moquer derrière. Donc ce sera un opérateur qui s'appelle call. Donc en gros, dès que vous allez voir faire des appels asynchrones, vous utilisez call pour gérer ça. Un petit exemple, en gros, dans une application, on va définir un fichier, intention.js par exemple, dans un répertoire qui s'appelle un saga. Et en gros, dans ce fichier, là je vais prendre un simple exemple où on va vouloir catcher lorsqu'un utilisateur en fait, va commencer à taper son to-do. Donc à chaque fois qu'il va taper son to-do, on va catcher cette information, donc le to-do key down pressed. Et lorsqu'il va taper sur entrée, donc là vous voyez qu'on fait un if check enter. Et en gros, avec cette action-là, on va pouvoir déclencher une saga qu'on appellera update. Et qui Donc la saga, donc l'intention déclenche une saga. Et la saga, ça va être un peu l'équivalent de notre action Redux 5, sauf que c'est géré avec des fonctions génératrices. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'en import qu'on a montré, c'est qu'on a deux réduceurs, editing et to-do. Et du coup, la fonction génératrice, la saga update, elle prend l'ID d'un to-do. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher avec le sélecteur get le to-do qui est en cours d'édition pour récupérer son information.
Et donc là, c'est bien yieldé, donc c'est important, on va voir juste après pourquoi. Et après, on va faire un put, donc c'est l'équivalent du dispatch. On va faire un put dans le réduceur update avec l'action update du to-do qu'on a récupéré dans le champ édition. Donc là, si vous vous souvenez, pourquoi on a deux réduceurs, c'est parce qu'on a stocké nos informations d'UI dans state.ui, donc c'est ce qu'on a en cours d'édition, et nos informations data en raw, c'est dans state.data.todo. Et du coup, les yields, c'est important parce que ça va permettre en fait de nous d'écrire une fonction pure. Donc la saga, c'était une fonction pure, et tout le comportement, en fait, il sort de la fonction, et c'est l'appelant qui va pouvoir injecter du comportement. C'est-à-dire que c'est l'appelant qui va pouvoir réagir à un select ou un put ou un call. Et du coup, ça nous a permis de développer KRedux Saga Tester, qui est en gros la librairie qu'on a utilisée pour tester nos sagas et du coup nos comportements métiers. Et là, pour décrire un peu le test de ce qu'on vient juste de voir, c'est qu'on importe un testeur, on dit qu'on va tester ici update, donc tout est curifié, on teste update, donc là on a une nouvelle fonction. Et là, je reviens au mock après, là on teste avec l'input, on lui donne l'ID, donc là c'est arbitraire, je pourrais mettre Toto, et on lui donne les mocks. Et du coup les mocks, ça va être là où on injecte du comportement. Donc si select était yieldé, il y a select qui est yieldé, put et call. Et du coup, pour un select, on peut lui moquer le comportement. On n'est pas obligé de mettre tout un redux entier, un store complet à générer, etc. On lui dit, pour ton select que tu as, tu vas retourner ça arbitrairement. Et du coup, on lui donne ça, ce comportement, et après, KRedux Saga Tester, ce qu'il fait, c'est qu'il va préparer un snapshot de tout ce qu'il a fait dans la fonction génératrice. Il peut le faire grâce au yield aussi. Il va stocker toutes les étapes avec les mocks. Et du coup, il va aller mettre ça dans un tableau. Et grâce à Gest et le match snapshot, on va stocker cette réponse. C'est-à-dire que quand on va leur jouer, ce qui a été stocké va être comparé avec ce qui a été rejoué tout le temps. Et du coup, notre test, il était long à expliquer, mais il est simple à écrire. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Parce que là, en fait, tout notre comportement de l'appli, c'est là. Donc, c'est ça qu'il faut bien tester. C'est moi ? Ouais. Je peux prendre, si tu veux. Donc là, pour résumer, en gros, on a bien tous nos composants qui vont dispatcher des intentions à Saga qui va les catcher, les transformer. Donc on aura aussi tout notre code métier dans nos sagas, donc facile à tester, qui vont pouvoir ensuite dispatcher à Redux des informations qui, lui, s'occupera simplement de les stocker. Puis ensuite, on pourra aussi récupérer simplement des appels asynchrones facilement. Effectivement, c'est une stack qu'on a un peu éprouvé depuis quelques temps. C'était pas si facile que ça au départ. Bon, on a mis un peu de temps quand même à réfléchir à tout ça. Donc je sais que quand on le découpe comme ça peut être assez simple à voir. Mais en gros, le truc qu'on a vu, c'est qu'il y avait besoin de beaucoup de rigueur. Donc on a été plusieurs à bosser dessus. Et quand on a une multitude de développeurs, réussir à s'imposer des standards et ainsi de suite, c'est pas si facile que ça. Donc notre stack justement elle permet d'un peu de tout sillonner. Donc ça c'est un peu les choses qu'on a vues. De négatif. Ouais, mais en positif du coup. En positif, moi ce que j'aime bien dans la stack qu'on vient de vous présenter, c'est qu'on a une bibliothèque pour un rôle. Donc en fait, par exemple, notre React, il va faire qu'une seule chose, faire du DOM. Notre Redux va faire juste du stockage, pas de calcul. Notre Saga va faire le calcul. Voilà, on ne se pose pas de questions, et ça c'est plutôt cool. Une lib, un rôle. Par contre, du coup, avec Saga, donc c'est une librairie, un middleware qui est plus basé sur les événements, et c'est un peu plus galère à débugger. Enfin, quand je dis galère, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va simplement avoir toute la liste des événements pour s'y retrouver de qu'est-ce qui a planté. Là, ça peut être un peu plus compliqué par rapport à Redux 5. Un autre point positif, c'est que notre store Redux, comme on l'a dit, c'est que nos réduceurs, ils font quasi rien, et même on utilise une librairie. Et du coup, notre store, il est beaucoup plus simple. Et notre store, il est tellement simple quand on utilise une librairie que souvent, quand on va faire un Webpack Analyze, on va voir que notre store, notre Redux va prendre beaucoup de place dans le bundle JS à la fin. Donc, c'est un des problèmes avec React JS. Et là, le bundle, la sous-partie du store, elle va être très légère parce qu'il n'y aura que la librairie dedans, quasi. Donc ça, c'est plutôt un gros point positif d'avoir un bundle beaucoup plus petit. Léger, ouais. Et en plus de ça, nos composants React, ils vont être super simples à tester. Tous vos React, on va l'utiliser simplement pour justement générer du DOM, donc ce sera que des fonctions pures qui sont super simples à gérer. Un autre point positif, c'est que
On l'a dit un petit peu avec le premier point positif, c'est qu'on a vraiment un standard de développement. Et hop, j'ai cliqué. On a vraiment un standard de développement où, encore une fois, on ne se pose pas de questions sur où on va ranger les choses. C'est la donnée dans Redux, le DOM dans React, React ne fait que ça, etc. etc. Et du coup, c'est super facile à tester. Grâce à, comme on a dit, tout votre code métier, c'est dans Devo Saga. Et en plus de ça, c'est un peu délégué, donc on peut utiliser des librairies comme Saga Tester, qui va justement gérer de ça facilement. Alors du coup, on vous a cité 2 librairies. Nous, sur à la carte, sur le GitHub, là, vous pouvez voir à la carte IO, on en a plusieurs sur cette stack-là. Et en fait, on a tout mis en open source. On était sur un projet client. Mon client, c'était Guillaume. Et du coup, on a tout mis en open source pour partager ça. Et la conférence, c'est aussi pour partager ça. Et du coup, dans cette stack-là, où ça, c'est des librairies plus connues communautaires, on s'est plugué à plusieurs endroits. Donc, on a les composants graphiques React, ce sont des composants en React Redux. On a appelé ça CRIA. Donc, ça, c'est pas très mature, mais ça permet de voir un peu comment ça fonctionne. On a Rodog Saga. En fait, ça permet ça se base au niveau des calls HTTP. En gros, ça va vous permettre de déléguer les appels et justement de pouvoir informer Saga lorsque vous lancez un appel ou lorsque vous le terminez ou lorsqu'il est en erreur. Donc ça vous permet d'avoir des règles en fait, de gestion pour tous ces appels-là. Ensuite, on vous l'a montré, il y a KWadox Saga Tester qui nous permet de faire des snapshots gestes super facilement de nos sagas et de les moquer super facilement. Tiens, d'ailleurs, on peut moquer aussi facilement avec Rodog Saga. Et vous avez aussi celle dont on est je dirais pas le plus fier, mais celle qui est le plus aboutie aujourd'hui. Donc, Caradox Factory, c'est celle où on a passé un peu plus de temps et qui vraiment nous a changé la vie dans ce monde-là. Et du coup, KWadox Factory, c'est vraiment le truc dont on est le plus fier, ce qu'on disait. Et là, on va vous montrer un petit peu déjà l'API, comment ça fonctionne, et peut-être même, là, en regardant le temps, on va peut-être même vous montrer le To-Do MVC, donc l'application qu'on a refait, comment c'est codé avec KWadox Factory. Rapidement, une petite démo. Du coup, je te propose que je présente ça et tu montreras dans l'appli. Ouais, ok. Du coup, là, c'est le repo à la carte où on a piné les repos qui sont les plus aboutis pour nous. Et le premier, que vous ne voyez pas. Comment on grossit sur un Windows Contrôle plus, ouais. Ok. Du coup, le premier, c'est KWadox Factory, donc qui va gérer les réduceurs. Tramp Semester en action, ça va être plutôt du Mobic State Tree, donc on va pas en parler là. HOC Little Router, donc ça va être, on n'en a pas parlé dans la conf, mais pareil, tout ce qui est routing, donc les URL avec Redux Little Router, donc qui est fait par Formidable Labs, donc ils sont assez connus sur GitHub aussi. Cette librairie, donc Redux Little Router, permet de gérer son routeur dans Redux. Donc pareil, ça respecte, eux aussi ils sont sur le pattern où on met tout dans Redux, même le routing. Et du coup, nous, on a fait un HOC qui permet de configurer nos screens, nos routes plus facilement. Rodog Saga qui fait les fetch, CRIA, la librairie de composants, et KRedux Saga Tester, qui permet de faire les tests. Et il y en a d'autres, il y a le To-Do MVC qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc, dans KRedux Factory... C'est le nom officiel. Vous pouvez l'utiliser. Donc l'utilisation simple, ça va être celle-ci. Donc c'est celle qu'on a mis en avant dans le README en premier. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on importe le type de factory qui s'appelle KeyValue. Donc là, c'est pas un réduceur, c'est une factory. Et on exporte un réduceur. Donc là, on crée un nouveau réduceur en appelant le factory KeyValue et on lui fournit des paramètres de configuration. Donc là, par exemple, le key... Merci. La clé, en fait, ça va être ID. Donc cette clé-là, elle nous permet, en gros, de générer le tableau qui est en, par exemple, todo.keys. Et elle nous permet aussi de, quand on lui fournit un tableau d'éléments, donc par exemple un tableau de to-do, de nous générer tout seul la hashmap. C'est lui qui va faire tout ça, c'est pas nous qui le faisons. Et du coup, comme c'est une hashmap, c'est optimisé pour aller chercher de la donnée. PAF, c'est là où c'est rangé, c'est là où on va faire les combine réduceurs. Donc par exemple, ça va faire un combine réduceur d'un route, et dedans on va mettre API :combine réduceur, et là on va pouvoir mettre le résultat de notre factory, donc notre réduceur qu'on vient de générer. Et name, c'est le nom du réduceur de la feuille. Donc par exemple, là dans l'exemple, on va avoir state.api.todo. Et là-dedans, on va avoir
les valeurs qui sont stockées, les clés, la data et la data comme un tableau. Donc tout ça qui est généré par ce composant-là. Et du coup, là, je vous parle du réduceur, mais ça ne fait pas que ça. Ça fait aussi les actions et les sélecteurs. Ouais. Tu veux en parler ? Allez, c'est parti. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, on a un petit set d'actions qui va vous permettre... Enfin, je vais les passer assez rapidement, mais en gros, le set, c'est simplement pour setter toute votre map, pour les key values. En gros, ils partagent tous, les sélecteurs et les actions, entre le simple object et le key value. Et pour le set pour le key value va modifier toute votre set de données. Ensuite, vous avez un add pour ajouter une instance, l'update pour en modifier une, add or update, je vous fais pas le discours. Vous pouvez aussi les remplacer, les supprimer. Et le quoi ? Je pense qu'il est intéressant aussi, c'est que dans la doc, on a mis l'action redox qui est propagée par ces actions-là. Comme ça, ça permet, nous, autre part, de les catcher, par exemple, pour faire autre chose. Donc, par exemple, dans une saga. Voilà. Et au niveau de nos sélecteurs, parce que je pense que ça suffit, en gros, vous allez pouvoir récupérer, donc par exemple, un to-do qui va récupérer directement ces informations par un ID, avec effectivement un get-to-bet. On a utilisé aussi un peu comme à la Lodash un get-by qui va vous récupérer en fonction d'une propriété ou d'une fonction. Ouais, alors le get-by, il y a juste un truc, on le met là bien dans la doc, c'est que en fait l'avantage de KeyRedox Factory, c'est qu'il va faire pour nous le travail d'optimiser nos données via le hashmap qu'il va générer. Et du coup, nos containers, ils sont optimisés. Pourquoi ? Pas parce qu'on a mis reselect, on a dit qu'on mettait pas reselect. Ils sont optimisés parce qu'on va chercher la donnée par clé. Et du coup, c'est juste une référence. Alors qu'un get-by, si on fait un filtre, on va lui donner un comportement dans la signature, et le comportement, il va être exécuté à chaque fois qu'on appelle le sélecteur. Et du coup, le container n'est plus optimisé. Exactement. Et de la même façon, ensuite, on peut récupérer directement la liste des clés, ou alors la liste de vos données en forme de tableau. La liste des clés, ça va être pratique, comme je vous l'expliquais, je vais vous montrer après avec Todo MVC, pour justement définir la liste de vos enfants dans un de vos parents. Récupérer si la liste a déjà été initialisée et en gros pour aussi récupérer toute la liste de l'état, tout l'état global. Du coup, Todo MVC. Allez, on l'a pas. Ouais, je monte dans le GitHub aussi du coup. Ouais. Tac, Todo MVC. Alors, je vais essayer de vous le faire vite pour pas vous endormir. Comment on a défini ça ? En gros, là, on va vous montrer un peu comment on a envie de coder. On a effectivement nos composants qui sont dans un répertoire, nos réduceurs dans un autre et nos sagas dans un autre. On a tout découpé comme ça. Nos composants, ils sont tout bêtes. Par exemple, si je récupère un to-do. Donc là, on va voir qu'on a un pattern, c'est que notre composant graphique, c'est todo.jsx, c'est un pattern qu'on retrouve souvent. Et du coup, dedans, vas-y, tu peux le montrer. Index ? Non, le todo.jsx. Du coup, le todo.jsx, comme on l'a dit, c'est un composant React, une fonction pure, qui fait que du DOM. Donc voilà un exemple. Qui récupère les paramètres et basta, qui génère ça. Et du coup, on a toujours, quasi tout le temps, on a dit qu'on avait un container par composant. Donc notre composant, c'est le dossier, on a le JSX et on a le point container. Et par contre, dans votre conteneur, vous allez avoir simplement la récupération des informations, en fonction d'un ID, comme on voyait juste avant. Là, en gros, c'est simplement qu'on récupère à partir du to-do, du réduceur to-do, les infos, avec l'ID qu'on lui a passé en paramètre, et s'il a été complété aussi, et s'ils ont été modifiés. Et je peux vous montrer aussi, du coup, simplement dans la liste de to-do. Donc, dans to-do JSX, pareil, on va envoyer simplement, en fonction du tableau d'ID des to-do qu'on va avoir, on va simplement mapper dessus et générer nos enfants. Là, ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, nos to-do, on voit bien qu'ils récupèrent simplement leur ID et pas toutes leurs informations. Juste sur ligne le texte. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous voyez quand on passe la souris. Donc là, on a la liste des to-do. Et comme Guillaume le disait, c'est une liste d'ID. Et du coup, dedans, on génère un composant, on génère un composant to-do. Et la seule props qu'on lui donne, c'est ce qu'on disait au début de la presse, c'est l'ID. Et après, le to-do avec cet ID, il va aller chercher lui-même dans Redux. Et en côté conteneur, du coup, pour imager encore tout ça, on va récupérer simplement, là vous voyez, on aurait utilisé un getBy, donc c'était la fonction qu'on ne voulait pas utiliser. De quoi ? Sélectionne. Ah oui, désolé. Donc là, le getKeys, qu'on vous disait, là, qui récupère les ID des ID, et là, le getBy. Donc là, celui-là à utiliser, comme on le disait, avec parcimonie. Parce que c'est pas optimisé. Puisqu'on n'utilise pas reselect.
Je pense qu'on va commencer à saouler le long. Vous avez compris? Oui. Du coup, une saga. Ouais, une saga. Toc, toc, toc. Ah, si, c'est ce que j'aurais pu montrer, c'est... Je suis perdu. Donc, les composants, en fait, ils vont envoyer des informations. Par exemple, si je récupère dans le header, si je ne me trompe pas. Les informations, en fait, ça va être, on va plus les envoyer comme ça. On sera plus sur des infos en gros qu'on va vouloir pousser à Redux. Là, ça va plus être des intentions. Donc, en gros, on va plutôt catcher le fait qu'on veut modifier un to-do. Par exemple, le new to-do change. Donc, là, dès qu'il va être modifié, ça va déclencher une action côté saga. Ou alors, plutôt quand on va vouloir taper au clavier sur un des to-do. Et ça va être catché dans saga. Et comme je suis vachement rapide. Tac. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait le fichier des intentions. C'est ici qu'on va catcher en fait toutes nos intentions. Et là-dedans, facilement, vous allez récupérer donc celle qu'on voyait tout à l'heure, le new to do Kaidan Pressed. J'ai sélectionné. Et pour récupérer ça. Et en gros, on va déclencher notre saga, qui est une des to do qu'on va retrouver ici. Du coup, les sagas, pour s'y retrouver, on les range dans des dossiers un peu plus. Comment dire, les composants, on va essayer de les stocker à plat, nos composants React. Et nos sagas, ça va être par domaine fonctionnel qu'on a essayé de les ranger. Toujours dans le but pour que ce soit maintenable et compréhensible par toute votre... Et du coup, que tout notre code métier est là, en fait, est dans le dossier saga. Ouais. Inversement. Non, parce qu'on voulait que nos composants ils puissent être réutilisables. Et du coup, qu'on ait des composants par écran. Par contre, on a hésité, il faut peut-être qu'on creuse ça plus tard, c'est dans nos applications, parce que là c'est tout MVC, donc ça reste simple. Dans nos grosses applications, on va avoir components, des composants réutilisables, et screen. Et du coup, on va avoir des vues précalculées par écran. Et du coup, on a hésité un moment à mettre les sagas liés à l'écran dans screens, à côté des composants de type écran. Mais là, dans tout MVC, c'est pas comme ça, effectivement. Et donc là, ce que je peux vous montrer simplement, c'est finalement nos fonctions génératrices qui vont utiliser donc les fonctions fournies par Saga, donc le select, le call, qui va pouvoir aussi appeler des fonctions, d'autres petites fonctions qui vont être gérées. Par exemple ici le remove, on va stocker toute la notion de suppression au même endroit et ça sera écrit qu'une seule fois. Donc ça c'est assez pratique aussi avec Redux 5, ça aurait été galère de gérer ça. Et de la même façon ensuite vous allez pouvoir mettre à jour ou supprimer vos infos. Du coup tu peux montrer l'utilisation de, enfin comment on fait le combine des réducteurs. Ouais, bonne idée. En gros, tous nos réducteurs, on les met dans un répertoire qu'on a appelé Redux, parce qu'on est assez innovant. Et du coup, là, on retrouve l'arborescence data UI, par exemple. Ouais. Il n'y a pas config, parce que, encore une fois, tout MVC, il est relativement simple. Donc là, je vais prendre l'UI facilement, parce qu'on a vu que les tout depuis tout à l'heure. En gros, un réducteur, pour vous montrer, genre pour la notion des réducteurs qui vont être complétés, on va définir un key value avec les ID de tous les réducteurs qui ont été complétés. On l'appellera completed. Voilà, quasi tous nos réducteurs sont comme ça, en une ligne. C'est une ligne de code. Et on n'a pas d'action Redux, c'est compris dans le factory. Et on n'a pas de sélecteur Redux, que c'est compris dans la factory. C'est ça, tout à fait. New to do, de la même façon. Si je vous montre après rapidement sur les datas, en gros, nos to-do, ça va être exactement le même principe. Là, comme on n'a pas d'API, j'ai juste simplement en fait, ajouté la notion de génération d'un ID. Donc, je récupère un datetime, quoi, et je le génère de cette façon-là en pré-calcul. En gros, on a une notion de... C'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais une notion de middleware juste avant, qu'on peut mettre en pré ou en post, c'est-à-dire avant ou après l'action qui va être gérée par votre réducteur. Donc là, on récupère simplement dans map payload. C'est un helper qu'on a défini qui va vous permettre d'accéder directement au payload de votre action. Et ce map payload là, il va catcher du coup à add to do. Et ça va être en gros dedans, on va lui passer notre mapper qui est to do mapper, qui va prendre justement son payload et qui va le modifier en lui ajoutant un ID et en le trimant. Donc là, en fait, l'exemple qu'on vous montre, c'est pour dire qu'avec la librairie Redux Factory, on est toujours avec la key value, la factory, on peut rajouter du comportement. Donc ça ne nous restreint pas non plus à faire que du clé valeur. Et voilà.
On est bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est l'onglet. Ah oui. Tac. Et voilà notre petite démo. Oups. Donc là, on arrive vraiment à la fin. On vous a montré notre stack complète. Le To-Do MVC, ce qu'on vient de vous montrer, c'est à la carte IO/To-Do MVC ou avec ce QR code. Et vous pouvez accéder aussi à la carte facilement et vous pouvez nous suivre. Donc vous pouvez suivre Fabien sur Fabien Juif. Et vous pouvez suivre Guillaume sur Guillaume Crespel sans E. Voilà. Guillaume. Merci au BDX IO de nous avoir sélectionnés et d'organiser cet événement. Et merci à vous tous d'être venus. Merci. Je prends des questions. Allô. En face de toi. Bon, ouais. Vous parlez donc de mettre beaucoup de choses dans le store Redux. Ouais. Sur des applications qui sont plus volumineuses, avec plus de données, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'overflow mémoire, notamment quand vous voulez récupérer l'état du store pour pouvoir retester en dev local le problème? Alors, déjà, comment vous gérez ça? Alors déjà, pour éviter d'avoir un store trop important, ce que tu peux imaginer, c'est grâce à Saga, tu écoutes quand tu changes de route. Okay. Tu changes d'écran, tu écoutes ça. Tu peux l'écouter, pourquoi? Parce que tout est dans Redux et du coup, c'est juste une action à cacher dans ta Saga. Et quand c'est comme ça, tu changes de contexte donc d'écran, donc tu vides les données de l'ancien écran si vraiment tu as des problèmes de données. Et tu remplis, tu processes tes vues pour le prochain écran. Tu vois. Et du coup, ton store, tu peux essayer de le gérer comme ça. Après, c'est vraiment pour les grosses applis. Enfin, on a fait des applis assez conséquentes, on n'a pas eu ce genre de souci, effectivement. Mais on avait cette idée. Ah là là, les Zenica. Et quel est le coût d'entrée pour un... Oui. Quel est le coût d'entrée pour un développeur qui arriverait sur vos projets, qui a fait quand même beaucoup de lib à Guillaume est en train de former. et de pratique. Guillaume est en train d'en former là. Alors, en gros, on a développé cette stack en combien de temps? Enfin, en gros, on arrive au bout en un an, quoi. Et donc, effectivement, il y a pas mal de choses à voir. J'ai fait une première présentation de cette toute petite presse rapidement. Ça m'a pris, en le faisant rapidement, une petite demi-heure. Et tu vois, là, ça fait une semaine et j'ai déjà 3 gars qui sont disponibles et qui me posent plus de questions, quoi. Et ils arrivent à développer. Donc c'est là-dessus aussi qu'on a voulu jouer, parce que c'est fait standard. Ouais, voilà. Et comme tout est standardisé, c'est facile. En gros, moi, je suis dans une boîte qui s'appelle Santé Claire et que ça permet justement. On a pas mal d'allers-retours, de roulement sur. Vous connaissez comment fonctionne l'informatique. Et justement, on voulait trouver une stack qui était simple à appréhender. Le fait que ça soit siloté aussi, c'est vachement simple. On a pas mal de devs back qui arrivent en fait aussi et qui se disent nous, on a envie de faire une petite modif. Ok, je te montre, je t'explique ça. Franchement, en une demi-heure. Ils ont à peu près toutes les informations qu'il leur faut, ils arrivent à développer leurs composants. Donc non, là-dessus, on est plutôt content justement de cette stack, parce que quand vous avez commencé React, c'est pour ça qu'on a fait un peu cette démo de quand j'ai commencé React, c'était galère. Moi, j'ai un peu galéré au départ, et maintenant, franchement, quand je montre ce que c'est React, les gens arrivent à comprendre assez facilement. Et je trouve ce qui est aussi bien pour les nouveaux, c'est que tu n'as pas toute la question, quand tu utilises la stack une fois qu'elle est faite, tu n'as pas toute la question de Redux, qu'est-ce que je vais mettre dans mes réduceurs, comment ça marche et tout. En fait, tu mets tes calculs dans les sagas et c'est tout. Voilà. Donc limite, on pourrait changer de framework presque. Si on a envie, vu que tout est dépendé dans Redux, si on veut changer de... Je peux. En gros, on avait regardé aussi pas mal CycleJS, et il y a un middleware qui s'appelle Redux Cycle. Si vous allez voir sur Todo MVC, j'ai aussi fait une PR pour justement switcher Redux Saga et passer par Redux Cycle. Et j'ai juste modifié effectivement. Alors juste, je pense que la question, c'est pas au niveau Redux, c'est au niveau des vues. Ouais. Ouais. Passer à Vue.js. Ouais, voilà. Ouais. Ah, pardon, je pensais et que du coup, effectivement, par exemple, pour CycleJS, on imaginait un moment, pour aller plus loin dans CycleJS, c'était plutôt à partir de CycleJS, on imaginait utiliser Cycle juste pour faire nos composants graphiques et gérer la donnée avec la stack de gestion de données, comme tu le proposes, quoi. Donc je pense que ça marche bien comme ça aussi. Et du coup, effectivement, genre dans Vue, tu utiliserais que le render, quoi. Enfin, les templating. Bon, merci. Merci.